Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Bienvenue à toutes dans Lawher. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur le podcast une nouvelle fois. Alors de quoi on va traiter aujourd'hui? On va traiter de la deuxième partie des 20 questions juridiques pour ne pas foncer droit dans le mur. Si vous ne l'avez pas écouté, la première partie partait sur les questions de statut, de votre situation avec votre conjoint ou encore des questions de congé maternité. Donc si tous ces sujets vous intéressent, je vous conseille d'aller écouter cette première partie parce que c'est important de bien se protéger et la protection passe souvent par des questionnements sur le statut, votre situation avec votre conjoint ou encore sur des questions de congé maternité. Donc aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée de conseils. 11e question. Est-ce que j'ai cadré mes relations contractuelles avec mes clients? Oui, parce que bon, quand on vend à des clients, que vous soyez en B2B ou en B2C, il est extrêmement important de réfléchir à un moment ou à un autre à vos contrats ou encore à vos CGV. N'oubliez pas de mettre rapidement en place vos conditions générales de vente si vous êtes en B2C, car la loi française est très protectrice du droit des consommateurs. Si vous êtes en B2B, notamment si vous êtes freelance ou bien solopreneur, vos CGV vous permettront de bien vous protéger et c'est particulièrement important à l'ère de l'ubérisation du travail. 12e question. Mes contrats ou mes CGV couvrent-ils tous les aspects importants de mes relations commerciales? Oui, parce que c'est bien beau d'avoir des contrats ou encore des CGV, mais encore faut-il qu'ils contiennent les éléments qui vous permettront d'être vraiment protégés. Sachez qu'il existe des mentions obligatoires si vous avez des CGV qui sont destinés à des consommateurs. Pour savoir en fait si tout est bien, moi je ne peux que vous recommander d'aller consulter un avocat pour voir si toutes ces mentions obligatoires y sont bien présentes. 13e question, comment j'encadre mes relations commerciales si je dois faire appel à des fournisseurs ou encore à des prestataires de services? Donc là, oui, effectivement, on va changer d'hypothèse. Vous êtes vous-même client et vous savez bien que si vous payez, par exemple, un prestataire pour vous faire un site internet, vous avez besoin qu'il vous livre le projet en temps et en heure. Parce que vous allez vous dire, bon, bah, à telle date, vous allez procéder au lancement de votre activité et vous allez beaucoup communiquer dessus. Vous avez besoin que votre prestataire soit vraiment très précis en termes de livraison du site internet. Donc, quelques conseils. Demandez forcément des conditions générales de vente à votre fournisseur ou encore à votre prestataire de service. Et surtout, lisez-les et négociez. S'ils n'en ont pas, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de leur demander comment les choses se passeront s'il y a par exemple un retard de livraison ou qu'est-ce qu'il se passe en cas d'annulation de la commande après passation de commande, par exemple. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la compte que vous aurez versée, etc., etc., etc. 14e question, est-ce que je me sens prête à négocier les conditions de travail avec mes clients ou encore avec mes prestataires? Alors, on ne va pas se mentir, là, je vise typiquement les freelances ou encore les solopreneurs. Négocier, c'est à la fois négocier vos prix, comme par exemple votre TJM vis-à-vis de votre client. Ou encore, si vous faites appel à un prestataire, il faut savoir expliquer et demander clairement ce que vous souhaitez obtenir de la part de ce prestataire. Et quelquefois, ça peut ne pas être simple, sauf à avoir fait une carrière dans la vente, dans les achats ou encore un autre métier qui vous aura permis d'acquérir des compétences en négociation. Et ça, quelquefois, ça peut ne pas être évident à faire. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous préparer psychologiquement à le faire pour que votre projet soit viable au final. Moi, ce que je voudrais faire ici, c'est vraiment attirer votre attention sur le fait de devoir négocier les prix, par exemple, et ça peut quelquefois être un exercice un peu compliqué parce qu'on est nombreuses et nombreux à avoir du mal à parler d'argent.
15e question, est-ce que je me pose les bonnes questions pour me protéger de mes prestataires de services? C'est le cas par exemple si vous commencez à faire travailler des prestataires car vous souhaitez déléguer un certain nombre de choses. Souvent, ça peut être des freelances ou des prestats qui vont venir vous aider et à qui vous allez ouvrir les portes de votre entreprise. Et quelquefois, il peut être intéressant de demander une stricte confidentialité, par exemple, si par exemple votre prestataire a accès à la liste email ou encore à des données commerciales qui peuvent avoir de la valeur pour votre entreprise. 16e question, est-ce que j'ai protégé ma marque et mon logo? Bah oui, parce qu'une marque, en réalité, quand vous commencez à exploiter votre activité sous une marque, ce que oublient beaucoup d'entrepreneurs, c'est que ça peut valoir de l'argent, surtout si elle devient particulièrement reconnaissable avec le temps. Donc, à ce moment-là, il peut être intéressant de protéger sa marque, de penser à la déposer auprès de l'INPI. Et là, moi, je vous invite à aller écouter l'épisode bonus que j'ai enregistré avec Clara Villiers, ma consoeur, dans la deuxième saison, parce que c'est elle la pro. On a beaucoup parlé des questions de marque et de logo. 17e question, ai-je vérifié que je n'enfreins pas moi-même les droits de propriété intellectuelle d'autres concurrents ou d'autres entreprises? Donc, ça, c'est le conseil avant de déposer votre marque au 16e conseil. N'oubliez pas de faire une recherche d'antériorité avant pour savoir si en fait vous n'êtes pas en train d'enfreindre les droits de propriété intellectuelle d'une autre entreprise. C'est valable également lorsque vous décidez de créer par exemple un compte Insta ou un compte TikTok. Il est possible que le nom du compte en question que vous allez créer ressemble trop à un autre compte détenu par quelqu'un d'autre. Donc attention à bien prendre vos précautions. Et c'est vraiment pas une blague, hein, parce que là vraiment pour le coup, je tiens vraiment à le préciser. Moi, j'ai eu régulièrement des appels à l'aide de la part d'entrepreneurs qui, pour le coup, se reçoivent des courriers d'avocats qui vont leur demander la suppression du compte en question. Et en réalité, là où est-ce que c'est vraiment dommage, ce serait de devoir tout recommencer sous une autre marque. Ça va vous prendre énormément de temps. 18e question. Mon entreprise est-elle conforme au RGPD, le règlement général sur la protection des données? Bon, c'est une question un peu relou, un peu, pénible quand on se lance, mais bon, c'est pas parce que vous êtes jeune entrepreneur que vous n'êtes pas soumis au RGPD. Donc il faudra quand même faire un point sur ce que vous faites des données personnelles que vous traitez. En général, moi, ce que je fais, c'est que je recommande à mes clients de se pencher dessus, sur votre RGPD, sur la confidentialité des données, sur le traitement des données, lorsqu'ils commencent à avoir une mailing list ou une liste email importante. Si typiquement vous utilisez cette mailing list pour commercialiser vos produits ou encore vos services. Parce que oui, lorsque vous collectez vos mails, les emails de vos prospects, vous êtes considéré comme étant en train de traiter des données personnelles au sens du RGPD. 19e question, est-ce que j'ai une assurance responsabilité civile professionnelle? Donc, sujet un peu annexe aussi, mais qu'on me pose souvent en consultation, donc c'est nécessaire, hein. N'oubliez pas que maintenant que vous êtes à votre compte, que vous soyez free, solopreneur ou une entreprise classique, il est nécessaire et même extrêmement important de vous faire assurer. Moi, je prends souvent l'exemple suivant. Vous êtes freelance, admettons, on vous dit d'aller en réunion chez le client, vous y allez, vous vous déplacez et vous cassez quelque chose par inadvertance. Et moi, dans ce cas-là, je pense qu'il peut être intéressant d'avoir une couverture, typiquement par une compagnie d'assurance, pour ne pas avoir à débourser la somme qu'on va vous demander de en rembourser. 20e question. Est-ce que vous savez à quel moment il faut contacter un expert comptable? Et là, je me dis que c'est quand même nécessaire de faire un petit reminder sur ce point-là. Parce que vous êtes nombreuses, en fait, à vous lancer en tant que micro-entrepreneur et de ne pas avoir les services d'un expert comptable pour vous accompagner. Alors oui, je sais que ce n'est pas forcément obligatoire et c'est peut-être sans doute ça qui vous a fait choisir le régime de la micro-entreprise. Et parce que voilà, vous pouvez bénéficier de formalités dites allégées au niveau comptable, mais moi, à mon sens, à un moment, si votre chiffre d'affaires commence à devenir conséquent, il faudra quand même se préparer et se mettre une date butoir pour aller consulter un expert du chiffre.
Moi, par exemple, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre quand même comme une espèce de petit warning lorsque typiquement vous commencez à dépasser le seuil de franchise de la TVA, par exemple, ou encore le plafond du chiffre d'affaires la première fois, la première année en tous les cas, qui va vous obliger à sortir du régime de la micro. Petite question bonus, parce qu'on est bien arrivé à 20 questions. Est-ce que j'ai besoin de faire une remise à niveau en termes de chiffres et de comptabilité pour maîtriser les fondamentaux du fonctionnement d'une entreprise? Alors, c'est pas forcément une question juridique, mais à mon sens, c'est des fondamentaux qui vont en fait vous permettre de comprendre pas mal de choses sur la gestion et sur l'anticipation en amont de votre changement de statut. Et surtout, là, vraiment, je vous rassure, il ne faut vraiment pas avoir peur du changement de statut qui doit intervenir à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment moi quelque chose que je conseille lors de mes consultations et de fait, je trouve que c'est important de le préciser. Cette question de maîtrise, de fonctionnement, de gestion de l'entreprise, c'est vraiment lié à cette question de choix du statut. Et donc voilà, j'espère qu'avec tous ces conseils, toutes les 20 questions vont vous éviter de foncer droit dans le mur. Et moi, en fait, je ne le répéterai jamais assez hein, pour que vous puissiez vendre vos services en tranquillité. À mon sens, il est hyper important, même, c'est même fondamental de se construire un environnement plus que protecteur. Et avec tous les éléments qu'on aura abordés, ça fait déjà 20 questions juridiques à se poser pour éviter les ennuis. J'espère que cet épisode vous aura en tout cas été utile. N'oubliez pas, vous poser les bonnes questions aujourd'hui pourra vous éviter de gros problèmes demain. Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez le lien de prise de consultation à la fin du descriptif de l'épisode. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de l'horreur. À la prochaine et prenez soin de vous.